Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon. Nous allons voir cette semaine la guerre froide. On a vu la situation de la Deuxième Guerre mondiale, le bilan, etc., les procès. Il faut tourner la page. Alors, va s'amorcer une autre façon de fonctionner qu'on espère qui sera meilleure. Malheureusement, la situation politique va rapidement se détériorer et on va entrer dans une période qu'on va qualifier plus tard de guerre froide. Qu'est-ce que la guerre froide? De quoi s'agit-il? Je vous dirais que le premier qui a senti que la situation allait se détériorer rapidement, c'est Winston Churchill, qui déjà en 1946, écoutez, 1946, là, les cendres de la guerre sont encore chaudes. Alors, Winston Churchill dit de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur l'Europe. Et effectivement, cette idée-là, cette notion-là, cette image-là de rideau de fer va caractériser la séparation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Ça n'existait pas auparavant. Alors, il va y avoir une séparation. Le Monde, d'ailleurs, l'avait très bien décrit, un affrontement Est-Ouest qui fut à la fois militaire, politique et idéologique. Moi, j'ajouterais économique. Structurant l'ensemble des relations internationales pendant 40 ans, il dura jusqu'en 1991. Et en 1991, c'est un nouvel ordre mondial qui sera créé. On va aller voir à l'intérieur de la guerre froide de très nombreux conflits ou situations qui vont venir envenimer cet état de fait-là, qui est une guerre larvée entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. On va faire un bref résumé de ce qu'on verra, mais on va détailler chacun de ces éléments-là et encore plus d'autres. D'abord, la création des blocs. Ensuite de ça, la division de l'Allemagne. L'Allemagne va être divisée en 4 zones. On va y revenir tout à l'heure. Et Berlin aussi sera divisé en 4 zones. En divisant le monde comme ça, ben on évite l'affrontement. Au lieu de dire, ben c'est à moi, puis bon. Alors, on se divise le monde. Comme ça marche pour l'Allemagne, plus ou moins bien, la situation va se présenter également en Corée et au Vietnam. Donc, on va essayer de trouver la même solution en divisant le monde en deux. Et on va avoir aussi des affrontements par pays interposés. Berlin avec le mur de Berlin qu'on verra plus tard, la guerre de Corée, la crise des missiles à Cuba, l'invasion de la Tchécoslovaquie, la guerre d'Indochine et plus tard la guerre du Vietnam. Et en réponse à ça, on va créer des associations militaires pour essayer de se sécuriser. Alors, l'OTAN, le Pacte de Varsovie, le NORAD, mais il y en a plusieurs autres qui sont moins connus, méconnus ou qui n'existent plus, mais qui étaient dans le même état d'esprit. On va voir également l'occupation de pays de l'Europe de l'Est de façon militaire par l'Union soviétique. La Chine aussi qui va rentrer dans le concert des nations en devenant en 1949 un pays communiste qui va se rapprocher de l'Union soviétique. Donc la tension augmente encore. La décolonisation, surtout des pays africains dans les années 60, qui va emmener des guerres, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, surtout avec la France. Le Royaume-Uni, ayant compris que ce n'était pas la meilleure façon de se maintenir économiquement dans ses colonies, vont créer le Commonwealth, les Dominions. C'est beaucoup plus, j'allais dire, respectueux que les guerres coloniales qu'a livrées la France et qu'elle a perdues. La course à l'armement, toute cette course à l'armement-là qui est autour d'un concept qui s'appelle l'endiguement, nous allons y revenir. De quelle façon ça commence, cette chose-là? Bien, d'abord, le constat, on l'a vu de Winston Churchill, des situations incompatibles, parce que tant sur le plan économique que politique, le communisme en Union soviétique est incompatible avec l'idéologie
capitalistes des États-Unis et de l'Europe, et des démocraties, bien sûr. Alors, ça va être exprimé par le président Truman, Harry Truman, qui va mettre fin à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, on en avait parlé brièvement au tout début de nos capsules, qui était l'isolationnisme américain. Les États-Unis ne se mêlent pas des affaires de l'Europe, que l'Europe ne se mêle pas des affaires des Amériques. Ça, c'est la fin de ça, c'est terminé. Et les États-Unis, maintenant, s'ils veulent empêcher le communisme de s'étendre dans le monde, ils doivent absolument, à ce moment-là, intervenir. Alors, ils vont intervenir tout de suite au début de deux façons. D'abord, d'une façon économique par le plan Marshall. On va y revenir pour décrire ce qu'est le plan Marshall. Et d'une façon militaire, en créant une association militaire pour la sécurité, l'OTAN, on y reviendra également. Cette politique-là va s'appeler la politique d'endiguement, de containment. Contenir l'Union soviétique à l'intérieur de ses frontières pour l'empêcher de prendre de l'expansion. Évidemment, les Soviétiques vont répondre à ça par la doctrine Janov. Et pour les Russes, c'est le camp impérialiste et antidémocratique, il faut le faire, ce que sont les États-Unis, vont affronter le camp anti-impérialiste, je comprends, et démocratique, je comprends moins, qu'est l'URSS. Et pour Janov, le secours économique du plan Marshall, ça a pour but d'asservir l'Europe au capital américain. C'est pas faux, in extenso. Cependant, c'est mieux que de ne rien faire, on y reviendra. Donc, pour la Russie, chaque pays doit servir son camp, doit choisir son camp. Tu ne peux pas être neutre. Tu es pour un ou tu es pour l'autre. Alors, ça va emmener des tensions extrêmement graves dans le monde et ça va nous emmener au bord, encore une fois, d'une guerre qui, espérons-le, on saura toujours l'éviter. Le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est un plan de secours économique à l'Europe. Pourquoi? Parce que les Américains, comme les Britanniques, comme les Européens d'ailleurs, ont constaté que le pire danger que peut avoir une démocratie, parce qu'une démocratie, les gens s'expriment, le pire danger qu'on peut avoir, c'est pas les idéologies, c'est la misère. C'est d'abord la survie. Hein? Quand tu es en 1946 et 1947, là, puis qu'on a dit que toutes les infrastructures avaient été détruites, que les gens n'ont pas de chauffage et ils n'ont pas de nourriture, c'est la survie d'abord. Alors, celui qui va remporter la donne, c'est celui qui va pouvoir améliorer le sort des citoyens de l'Europe. Et quand je parle de l'Europe, je parle de l'ensemble de l'Europe, de l'Union soviétique à aller jusqu'au Portugal. L'Europe est détruite. Alors, le plan Marshall, ce sont des prêts et des dons qui vont être accordés aux pays d'Europe, à tous les pays d'Europe, ceux qui en veulent, pour aider à la reconstruction des villes, des installations qui ont été bombardées, qui ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. En 4 ans, les Américains vont fournir 16 milliards de dollars, ce qui équivaut en 2020 à 173 milliards de dollars. Et 90 de cet argent-là, en fait, c'est pas toujours de l'argent, là, c'est des biens de consommation. 90 de ces biens-là, de ces ressources-là, sont faits en dons et 10 en prêts. Pourquoi? Il faut sortir rapidement des pays de la misère puis les aider à se reconstruire. Il y a 23 pays européens qui vont accepter le plan Marshall et l'URSS et tous les pays sous domination de l'Union soviétique vont le refuser. On peut comprendre parce que si tu fais venir des tracteurs américains, de la machinerie agricole américaine, des autos américaines, bien, c'est autant de produits que l'Union soviétique ne vendra pas. Alors, puis, ils ne veulent pas aider, évidemment, le système américain. Alors, c'est sûr qu'en aidant l'Europe, les États-Unis vont profiter également de ce boom économique-là pour aider l'Europe. Et d'ailleurs, ça va emmener de 1945 à 1975, pendant 30 ans, un boom économique extrêmement important d'emplois et de fabrication de toutes sortes, parce qu'il faut reconstruire un continent. C'est ça le plan Marshall.
La conséquence, c'est qu'on va avoir une Europe à deux vitesses. Une Europe de l'Ouest qui va rapidement, pendant quelques années, qui va se restructurer, se refaire, qui va devenir beaucoup plus, je dirais, prospère, alors qu'une Europe de l'Est, qui elle aussi a été détruite, mais qui n'a pas l'aide de pays qui n'ont pas été détruits. Je pense aux États-Unis, dans une moindre mesure au Canada. Cette Europe-là va avoir beaucoup plus de difficultés, va prendre beaucoup de retard par rapport à sa reconstruction et la misère des peuples va être également plus grande du côté de l'Est que du côté de l'Ouest. Les conséquences de ça, bien évidemment, les conséquences sociales et politiques vont être énormes et elles vont se traduire par des situations politiques rapidement. Et la première situation politique qui s'impose, c'est l'occupation de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Bien, évidemment, on a déstructuré l'Allemagne. Il n'y a plus de chefs d'État, là. On les a condamnés, on les a exécutés. Alors, l'Allemagne n'a pas d'organisation gouvernementale les premiers temps. C'est des alliés qui vont s'en occuper. Et l'Allemagne va être divisée en 4 zones. Tout d'abord, c'était 3, mais je vous épargne alors en 4 zones. Une zone russe, une zone britannique, une zone américaine et une zone française qui sera prise sur la zone britannique et la zone américaine. Donc, l'Allemagne est divisée en 4. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de Berlin, qui est un symbole? Berlin, c'était la capitale de l'Allemagne, mais elle est située dans l'Est, dans la partie des Russes. Alors, on va diviser Berlin en 4 aussi. La même chose, zone française, américaine, britannique et russe. Puis, ça va. Rapidement, cependant, au niveau administratif, c'est difficile à gérer, là, les zones alliées. Alors, les Britanniques et les Américains vont fusionner leurs zones, rejoints très rapidement l'année suivante par les Français. Donc, il va y avoir maintenant 2 zones, une zone alliée, une zone de l'Ouest, si vous voulez, et une zone de l'Est, une zone soviétique qui, évidemment, ne fusionne pas leurs zones. Bon, la situation économique étant catastrophique, la valeur de la monnaie allemande est à peu près nulle. Ça fait que les Alliés vont décider de faire une réforme monétaire qu'ils vont proposer aussi aux Russes, qu'ils vont refuser. Alors, on va se ramasser avec 2 monnaies allemandes, le mark allemand du côté russe et le Deutschmark, qui est en allemand, le mark allemand aussi, là, qui est le Deutschmark, du côté de l'Ouest. Compte tenu du plan Marshall et compte tenu de la vigueur de l'économie à cause de l'aide américaine, bien, le Deutschmark, le marque de l'Ouest, va avoir beaucoup plus de valeur que du côté de l'Est, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont songer à quitter la partie Est pour se réfugier dans la partie Ouest. Et très rapidement, les Russes vont comprendre qu'ils doivent agir, sinon c'est une catastrophe économique qui les attend. Alors, et cette catastrophe-là va arriver, mais auparavant, je vous dirais que ça va aboutir à la création de 2 Allemagnes. Et ces 2 Allemagnes-là vont exister jusqu'en 1991. Ces 2 Allemagnes ennemies, la République démocratique allemande du côté soviétique et la République fédérale allemande du côté des Alliés. 2 Allemagnes, un peuple divisé en 2, qui va se regarder et qui va avoir à sa frontière des chars d'assaut prêts à se jeter les uns sur les autres. Comme réussite, on n'aurait pas à voir mieux. En 1948, devant cette situation-là, les Russes vont décider d'organiser un blocus. On va appeler ça le blocus de Berlin. En fait, les Russes vont bloquer toutes les voies donnant accès à Berlin, les voies routières, le train, les voies fluviales. Ils vont tout bloquer pour empêcher le ravitaillement de la partie ouest de la ville de Berlin. En pensant ça, les Russes disaient, bien, les Alliés n'oseront jamais franchir le blocus et Berlin, on va ramasser Berlin, Berlin sera à nous. Donc, il n'y aura plus ce va-et-vient-là entre l'Est et l'Ouest. Les Alliés sont devant un dilemme. Il y a 3 solutions. La première, ne rien faire.
Si tu fais rien, il y a 2 millions de Berlinois qui sont bloqués. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de chauffage. On chauffe au charbon principalement à l'époque. Alors, il n'y a plus rien qui passe là. Alors, si tu fais rien, les Russes s'emparent de Berlin. Et quelle image politique, idéologique tu vas donner au monde? C'est que tu n'es pas capable de contrer les Soviétiques. Alors, c'est impensable. La deuxième solution, c'est de forcer le blocus. Envoyer des soldats, et là, on déclenche une troisième guerre mondiale. On est en 1948, on n'a pas envie de faire ça. La troisième, et les Américains, c'est brillant ce qu'ils vont faire, c'est un pont aérien. Un pont aérien, c'est-à-dire des avions vont ravitailler la ville de Berlin. Et là, ça met la situation entre les mains des Russes. Est-ce qu'ils vont abattre les avions? S'ils font ça, c'est eux qui déclenchent la Troisième Guerre mondiale. Alors, ça va durer 11 mois, c'est le blocus de Berlin. Il va y avoir plus de 277 000 vols pour ravitailler Berlin. Ça fait 800 vols par jour. Il y a des avions qui atterrissent à peu près aux 3-4 minutes dans différents aéroports à Berlin pour ravitailler la population. Et qu'est-ce qu'on apporte? Bien, on apporte des médicaments, on apporte des vivres, c'est surtout des vivres et du charbon qu'on apporte pour ravitailler la ville. Les Russes vont réagir comment? Bien, par des mesures, je dirais, de découragement, là, des projecteurs aveuglants, des ballons qu'on va envoyer sur la route des avions, des interférences radio, même des tirs de DCA, mais qui ne toucheront pas les avions parce qu'il avait été averti qu'il ne fallait pas viser juste. Alors, on ne veut pas déclencher une guerre, mais on veut montrer qu'on riposte, qu'on est là. Il y a eu quand même des accidents. Il y a eu 76 pertes de vie, mais qui sont dues à des accidents. Et finalement, l'URSS met fin au blocus en 1949, le 1er mai. Cette situation-là démontre tout simplement qu'on n'est plus capable, qu'on n'est pas capable de s'entendre et que la situation va continuer de se dégrader. Alors, il y a eu le plan Marshall. Maintenant, il va arriver autre chose. Ça va être une situation militaire. Étant donné la situation qui se passe à Berlin et d'autres situations qui vont intervenir, l'Europe est inquiète, le monde est inquiet. Je vais vous mentionner quelques faits. Le blocus de Berlin, on vient de le voir, le coup de Prague. Le coup de Prague, la Tchécoslovaquie est un État démocratique. Bon, le gouvernement, je ne me souviens plus s'il est minoritaire, mais il va y avoir la démission de plusieurs ministres dans ce gouvernement de coalition-là. Et ils vont être remplacés par des communistes qui, eux autres, vont prendre le pouvoir. Et l'État libre, l'État démocratique de Tchécoslovaquie va disparaître. Et la Tchécoslovaquie va devenir une république socialiste soviétique. Alors, ça inquiète l'Europe. La Chine aussi, qui devient communiste en 1949, par la victoire des forces communistes de Mao Zedong. Le général Chiang Kai-shek des forces nationalistes va devoir se réfugier sur l'île de Taïwan. C'est pour ça que Taïwan est toujours aujourd'hui détaché de la Chine. On y reviendra. Et la guerre civile en Grèce. La guerre civile en Grèce oppose les communistes au gouvernement. Le gouvernement va réussir à maintenir un État démocratique. Il ne sera pas toujours, mais pour le moment, un État, mettons, capitaliste. Et on voit que sur tous les fronts, là, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des inquiétudes. Alors, pourquoi un pacte militaire? Bien, un pacte militaire, moi, je vous dirais que on fait ça par peur, par anticipation, par méfiance. Parce que si on avait confiance à l'adversaire, puis on croyait en lui, ben, on n'aurait pas besoin de pacte militaire. Moi, j'ai toujours dit que les soldats sont un mal nécessaire. Normalement, ça ne devrait même pas exister. Mais comme c'est la méfiance et la peur, ben, écoutez, si quelqu'un pointe une arme sur vous, il est peut-être préférable de supposer qu'elle est chargée. Parce que tu ne peux pas avoir de deuxième chance. Alors, c'est comme ça, par peur, par anticipation, par méfiance. C'est comme ça que s'est créé, le 4 avril 1949, l'OTAN. Il y a 12 membres fondateurs qui vont les créer. Ce sont des pays européens, dont 2 pays nord-américains, les États-Unis et le Canada, qui vont créer l'OTAN. Et l'OTAN, c'est d'assurer la sécurité des membres. On va y revenir sur les pactes militaires,
Et c'est là que l'article 5 va dire que lorsque un des membres est attaqué, on va considérer que l'attaque est envers tout le monde. Alors, aujourd'hui, il y a 30 membres, puis il y en a d'autres qui demandent leur adhésion à l'OTAN. Ça aussi, ça signifie que notre monde ne va pas si bien que ça. En réponse à cela, l'Union soviétique va fonder le pacte de Varsovie. En 1952, l'inquiétude s'ajoute. Le Royaume-Uni annonce posséder l'arme atomique et les États-Unis, en 1952, vont se doter de la bombe H, la bombe à hydrogène, qui est 1000 fois plus puissante que la bombe sur Hiroshima. 1000 fois Hiroshima. La course à l'armement est commencée. Un événement tragique qui va arriver va se passer en Corée, la guerre de Corée, qui va durer de 1950 à 1953. La Corée avait été occupée par les Japonais. Les Japonais avaient envahi la Corée puis avaient envahi la Mandchourie. Et lorsque la guerre s'était terminée par la défaite japonaise, on se souvient qu'à la conférence de Yalta, le président Eisenhower de l'époque avait fait promettre à Joseph Staline d'entrer en guerre contre le Japon. Et les Russes avaient promis d'entrer en guerre contre le Japon 3 mois après la capitulation de l'Allemagne, ce qu'ils ont fait. Les territoires japonais de l'époque, c'est la Mandchourie et la Corée. Alors les troupes de l'Union soviétique vont déferler sur la Mandchourie et la Corée pour les libérer. Les Américains qui n'ont plus besoin de soutien des Russes voient les troupes communistes envahir la Corée. Alors, ils n'ont pas d'autre choix que d'envahir la Corée à leur tour par le sud. Et là, encore, les troupes communistes et américaines vont arriver dans un face-à-face et on va trouver comme solution de se séparer la Corée. Le nord sera sous autorité russe, soviétique, et le sud sera sous autorité capitaliste américaine. Je vous dirais que le nord est avantagé parce que le dirigeant, qui s'appelle Kim Il-sung, qui est le grand-père de l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, Kim Il-sung était un partisan, un patriote qui a combattu contre les forces japonaises. Alors, il est très populaire. Le Sud, par contre, c'est un régime corrompu, le régime de Syngman Rhee. C'est un régime corrompu et malheureusement, des Américains, et ça, ils vont le faire dans l'avenir, vont s'associer avec des régimes corrompus. Ce qui n'aidera pas beaucoup. Cette image-là va détériorer beaucoup l'image des valeurs de la société américaine. Quand tu t'associes avec le diable, tu ne peux pas, après, prétendre que tu es un ange. Le 38e parallèle, qui est artificiel complètement, va déterminer la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En 1950, les forces du Nord vont attaquer le Sud. L'URSS, qui boycottait le Conseil de sécurité à l'époque, ils ne le feront plus jamais, ne pourront pas mettre leur droit de veto. La Chine n'est pas là. Donc, il va y avoir une force internationale qui va intervenir en Corée. Et c'est le général Douglas MacArthur qui va être nommé général en chef. Il va être relevé de ses fonctions parce que quand la Chine va entrer en guerre en Corée, Douglas MacArthur va proposer de bombarder avec des bombes atomiques la Chine, dont Pékin. Alors, il va être relevé de ses fonctions. 20 pays vont participer à la guerre de Corée, dont le Canada. On va avoir 516 morts dans cette guerre-là, dont des citoyens de tête forme. Et de quelle façon ça va finir? Bien, ça va finir au statu quo. Les Chinois vont envoyer 1 700 000 volontaires, oui, des volontaires, combattre en Chine. Alors, il va y avoir 800 000 soldats qui vont être tués de part et d'autre, mais 2 millions de civils. C'est toujours les mêmes guerres, c'est des guerres totales. Aux États-Unis, la peur du communisme est partout. Ça va être le mécartisme. Charlie Chaplin devra même quitter les États-Unis, étant accusé d'être un communiste. Aujourd'hui, la Corée est toujours divisée. Le dirigeant suprême, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Kim Jong-un, le petit-fils du premier, de Kim, qui représente la République populaire démocratique de Corée. Je ne sais pas ce qu'il y a de démocratique, là, parce que quand on se passe le pouvoir d'un à l'autre,
puis que c'est des régimes totalitaires. En fait, c'est seulement que le nom qui est démocratique. Et au sud, c'est la République de Corée, alors qui est un régime démocratique aujourd'hui. Mais il va y avoir une zone aussi démilitarisée entre les deux. D'ailleurs, Donald Trump, qui était allé rencontrer Kim Jong-un et qui pensait régler le problème international, alors que d'autres n'avaient pas réussi. En tout cas, peu importe. Il y a une zone démilitarisée entre les deux Corées, et ces deux Corées-là sont toujours prêts à en découdre, surtout la Corée du Nord, avec ses tests de missiles constamment, pour essayer de faire peur au monde. Un régime absolument épouvantable, comme il ne devrait pas en exister dans le monde. Ce sont toujours les populations civiles qui souffrent, ce sont toujours les mêmes qui paient, le peuple. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.